Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet bien un peu humide. La fuite sur un tuyau en cuivre. Un grand classique, malheureusement, des petits tracas domestiques. Oui, le genre de choses qui provoque tout de suite un petit coup de stress, hein. Mais c'est souvent gérable si on sait comment s'y prendre. Exactement. Et pour nous éclairer, on va s'appuyer sur les conseils qu'on trouve généralement dans les guides pratiques dédiés du genre réparer les fuites de tuyaux en cuivre. Tout à fait. L'idée, c'est de décortiquer un peu les étapes, comment on repère la fuite, qu'est-ce qu'on fait en urgence, quelles sont les solutions, temporaires ou durables, et puis bien sûr, quand est-ce qu'il faut absolument appeler un pro. Voilà, pour y voir plus clair. Alors commençons par le début. Comment on sait qu'on a un problème? Quels sont les signes qui doivent nous mettre la puce à l'oreille sur un tuyau en cuivre? Alors, les signes sont souvent assez évidents d'après ce qu'on lit. Le plus flagrant, c'est la goutte d'eau, bien sûr. La petite goutte qui tombe régulièrement. C'est ça. Difficile de passer à côté. Mais il faut aussi faire attention à une humidité un peu anormale autour du tuyau ou sur le mur juste derrière. Une tache d'humidité, ce genre de choses. Oui, ou même une petite flaque d'eau par terre, juste en dessous. Ça, c'est assez direct comme indice. D'accord. Mais parfois c'est plus discret, non? Les guides parlent aussi de corrosion, de traces bizarres. Exactement. Il peut y avoir de la corrosion visible, on voit que le métal est attaqué. Et puis, il y a surtout ces fameuses traces un peu verdâtres. Ah oui, le vert de gris? Voilà, le vert de gris. C'est typique du cuivre qui a été en contact avec l'humidité et l'air pendant un certain temps. Si on voit ça, même sans voir de gouttes à l'instant T, c'est un très bon signe qu'il y a eu un suintement ou qu'il y en a un, même minime. D'accord, donc le vert de gris, c'est un peu le signal d'alerte du cuivre. Et les guides insistent souvent, il faut agir vite. Pourquoi cette urgence? C'est si grave une petite fuite? C'est surtout pour limiter les dégâts collatéraux en fait. Une petite goutte, ça peut sembler rien du tout, mais l'eau, ça s'infiltre partout. Oui, j'imagine. Et petit à petit, ça peut faire des dégâts assez importants. Le plâtre qui s'abîme, le bois qui gonfle, qui pourrit, les revêtements de sol qui se décollent, sans parler des moisissures qui sont mauvaises pour la santé. Donc plus on attend, plus la facture risque de grimper, quoi. Alors, imaginons, on a repéré un de ces signes. C'est quoi le premier réflexe? La chose absolument essentielle à faire selon les sources. La première chose, sans aucune hésitation, couper l'arrivée d'eau générale du logement. Il faut trouver la vanne principale et la fermer, tout de suite. Couper l'eau, d'accord. Simple, hein, mais crucial, j'imagine. Pour ceux qui sont pas très familiers avec leur plomberie, cette vanne, elle ressemble à quoi? On la trouve où en général? Alors, souvent, c'est un robinet qu'il faut tourner, parfois d'un quart de tour seulement, ou alors une manette à lever ou baisser. D'accord. Pour l'emplacement, ça varie, souvent près du compteur d'eau. Ça peut être dans un placard, une cave, un garage. Ou dehors pour les maisons. Cette arrivée d'eau, qu'est-ce que ça change concrètement pour le tuyau qui fuit? En fermant la vanne principale, on arrête l'arrivée d'eau dans toute la maison ou l'appartement. Et donc la pression dans les tuyaux tombe à zéro. Ah oui. Et sans pression, eh bien l'eau arrête de sortir par le trou ou la fissure. Ça stoppe l'écoulement immédiatement. Ça empêche que ça empire pendant qu'on cherche une solution. C'est reprendre le contrôle en fait. Logique. Bon, l'eau est coupée, la situation est sous contrôle, plus de panique immédiate. Mais le tuyau est toujours percé. Les guides parlent ensuite de solutions temporaires, des sortes de pansements. C'est exactement ça. Des solutions de colmatage d'urgence pour tenir en attendant une vraie réparation. On parle souvent de 3 types de produits. Oui, Le ruban d'étanchéité spécial plomberie, qu'on appelle parfois ruban auto-amalgamant. Le mastic époxy, c'est souvent 2 pâtes à mélanger. Et puis certaines pâtes à base de résine. d'accord. Ruban, mastic, résine. Mais bon, est-ce que ça tient vraiment ce genre de sparadrap sur un tuyau sous pression, même pour quelques heures? C'est une bonne question. Alors oui, ça peut tenir, mais à condition de bien l'appliquer. La première chose, et c'est essentiel, il faut que la zone autour de la fuite soit parfaitement propre et surtout sèche. Ah oui, sèche, c'est logique. Sinon, ça n'adhère pas. Ensuite, le ruban auto-amalgamant, par exemple, c'est pas un simple scotch. Il faut l'étirer en l'enroulant très très serré sur lui-même autour du tuyau. En faisant ça, il fusionne et crée une sorte de manchon en caoutchouc étanche. Ah, d'accord, c'est plus technique qu'il n'est paraît. Le mastic époxy, lui, il faut bien malaxer les deux composants ensemble. Ça déclenche une réaction chimique et ça durcit assez vite. On l'applique ensuite fermement sur la fuite, ça fait comme un bouchon dur. Ok. Et donc, le but de ces produits, c'est juste de boucher le trou en entendant le plombier, c'est ça? On peut pas laisser ça comme ça. Ah non, surtout pas. Les guides sont très clairs là-dessus. C'est une étanchéité temporaire. C'est vraiment
vraiment fait pour dépanner, pour stopper ou réduire la fuite pendant un temps limité. Ça ne tiendra pas sur la durée? Non, ça ne résistera pas indéfiniment à la pression, aux vibrations, au changement de température de l'eau. C'est vraiment une solution d'urgence. Donc l'idée, c'est surtout de gagner du temps sans stress pour pouvoir organiser la vraie réparation tranquillement. Précisément, ça évite que l'eau continue de couler et de faire des dégâts pendant qu'on cherche un professionnel ou qu'on planifie la réparation définitive. Ça permet aussi parfois de pouvoir remettre l'eau brièvement pour certains usages si besoin, mais avec prudence. C'est un pont vers la réparation durable, mais ce n'est pas la destination finale. Bien compris. C'est un répit utile. Alors, parlons justement de la réparation qui dure. La méthode qui revient souvent dans les sources pour le cuivre, c'est la soudure. Quand est-ce que cette technique, qui a l'air plus sérieuse, devient nécessaire? La soudure, c'est souvent la méthode de référence pour une réparation fiable et durable sur le cuivre, surtout dans deux cas principaux. Lesquels? Premièrement, si la fuite vient d'un raccord, d'une jonction entre deux tuyaux, une ancienne soudure qui a lâché par exemple, ou deuxièmement, s'il y a un vrai trou, une perforation nette dans le tuyau lui-même. Là, un simple pansement externe ne tiendra pas longtemps. D'accord, donc si c'est un point faible structurel ou un vrai trou, il faut ressouder. Et ça consiste en quoi exactement, cette soudure sur cuivre? Ça m'a l'air un peu plus complexe que d'appliquer du mastic. Ah oui, c'est clairement une opération technique. Le principe en gros, c'est de chauffer très fort la zone du tuyau en cuivre avec un chalumeau. D'accord, chauffer. Une fois que le cuivre est assez chaud, on approche un fil de métal d'apport, souvent un alliage à base d'étain. Ce fil fond instantanément au contact du cuivre chaud. Et ça bouche le trou. Oui, par un phénomène qu'on appelle la capillarité, l'étain fondu est comme aspiré dans l'espace entre les pièces à assembler, que ce soit pour refaire un joint ou pour fixer une nouvelle pièce de cuivre comme un manchon. En refroidissant, l'étain se solidifie et crée une liaison très solide et parfaitement étanche. Chauffer, faire fondre, laisser refroidir. Le principe est simple, dit comme ça, mais utiliser un chalumeau près des murs, j'imagine qu'il faut savoir ce qu'on fait. Absolument. Et les guides insistent beaucoup là-dessus. La soudure en plomberie, ça demande non seulement le bon matériel, chalumeau, étain, de quoi nettoyer le cuivre avant. La toile émeri, ce genre de choses? Oui, voilà. Mais surtout, ça demande un vrai coup de main, un savoir-faire. Il faut chauffer juste ce qu'il faut. Pas assez, la soudure ne prendra pas. Trop, on risque d'abîmer le cuivre. Il faut appliquer l'étain correctement. C'est un métier. Et quels sont les risques si on tente le coup sans maîtriser? À part que ça continue de fuir, j'imagine. Bah oui, ça c'est le risque de base. Si la soudure est ratée, ça fuit toujours, voire plus qu'avant. Mais on peut aussi fragiliser le tuyau en le surchauffant. Il pourrait casser plus tard. Ah oui, quand même. Et puis, il y a le risque d'incendie, évidemment. On manipule une flamme près de murs, parfois d'isolant. Il faut prendre des précautions, utiliser un écran thermique, avoir un extincteur à proximité. Bref, une soudure ratée peut finir par coûter beaucoup plus cher que de faire appel à un pro dès le début. Ce qui nous amène tout naturellement à la question quand est-ce qu'il faut arrêter de jouer les MacGyver et appeler un plombier? Si je comprends bien, le mastic et le ruban, c'est du dépannage possible, mais la soudure, c'est une autre histoire. C'est tout à fait ça. Les sources reconnaissent qu'une personne un peu bricoleuse peut gérer un colmatage temporaire, surtout si la fuite est petite et accessible, mais elles sont assez claires. La grande majorité des fuites sur cuivre, et particulièrement celles qui demandent une soudure pour être réglées définitivement, nécessitent l'intervention d'un plombier qualifié. Mais pourquoi insister autant sur le professionnel? Qu'est-ce qu'il apporte de plus, à part savoir manier le chalumeau? Il y a plusieurs avantages vraiment importants. D'abord, le diagnostic. Une fuite visible, ce n'est parfois que le symptôme. L'origine réelle peut être ailleurs, cachée dans un mur ou due à un autre problème, comme une pression trop forte dans le réseau. Ah oui, le fameux coup de bélier parfois. Par exemple, un plombier expérimenté a l'habitude. Il sait chercher la cause profonde et proposer la bonne solution, pas juste mettre un pansement sur la conséquence. C'est vrai que trouver la source, c'est clé. Et ensuite, il a les bons outils, j'imagine. Bien sûr, il vient avec tout le matériel nécessaire et adapté. Des outils pro pour couper, préparer, souder le cuivre dans les règles de l'art, en respectant les normes de sécurité. Ça évite aux particuliers d'acheter du matériel cher qui ne servira qu'une fois. Et puis, il y a la question de la garantie, non? Si on fait faire par un pro. C'est un point crucial. Un plombier professionnel engage sa responsabilité, son intervention est généralement garantie. Si la fuite revient au même endroit peu après, il doit revenir réparer sans facturer à nouveau. C'est une sécurité, une tranquillité d'esprit qu'on n'a pas avec un bricolage maison. C'est sûr. Et est-ce que le passage du plombier peut avoir d'autres bénéfices au-delà de la réparation elle-même? Peut-être pour le reste de l'installation? Oui, les guides suggèrent que c'est souvent une bonne occasion.
Un bon pro ne va pas juste réparer et s'en aller. Il doit souvent jeter un œil à l'état général des tuyaux autour, surtout s'ils ont l'air vieux. Ah, intéressant. C'est le moment d'avoir des conseils. Attention, cette partie-là commence à fatiguer, ou vos robinets d'arrêt sont un peu bloqués, faudrait les manipuler de temps en temps, ou même des conseils sur le calcaire si l'eau est très dure chez vous. Donc, on peut transformer cette intervention un peu forcée en une sorte de mini-bilan de santé de la plomberie et obtenir des conseils préventifs. C'est un peu l'idée, oui. Ça aide à protéger l'ensemble du réseau d'eau, voire de chauffage. Une réparation bien faite préserve le système et les conseils peuvent aider à prolonger la vie des autres éléments et à éviter d'autres pannes. C'est une valeur ajoutée non négligeable. Très bien. Alors, si on devait résumer, la marche à suivre idéale face à une fuite sur du cuivre, d'après ces guides, ça donnerait quoi en étape clé? Le parcours logique, ce serait 1. Détecter vite les signes, gouttes, humidité, vert de gris. Ok, 2. Agir tout de suite, couper l'eau générale, impératif. d'accord. 3. Sécuriser si on peut, mettre un pansement temporaire, ruban, mastic, sur la zone propre et sèche pour stopper l'écoulement, le temps de voir venir. Le fameux répit. Compris. Et donc 5.1, appeler un pro. C'est le plus sûr dans la plupart des cas et indispensable pour une soudure fiable, un diagnostic précis et une garantie. Et un point qui ressortait aussi, et qui est important, je trouve, même si on finit par appeler le plombier, ce qui est souvent le cas et la bonne décision, avoir compris ces étapes, ce n'est pas inutile pour nous, simples particuliers. Ah non, au contraire. Comprendre le processus, ça a plusieurs intérêts. Déjà, ça permet de gérer soi-même les premiers gestes cruciaux. Couper l'eau, peut-être le colmatage temporaire. Ça limite vraiment les dégâts et le stress initial. On se sent moins démuni. Conversation avec le plombier, on comprend ce qu'il nous explique, pourquoi il propose telle réparation. On est moins passif face au problème. C'est une manière de reprendre un peu la main, même face à un truc technique qui nous dépasse un peu. Savoir quoi faire, ne serait-ce qu'au début, ça change tout. Tout à fait. Savoir même un peu comment réagir et quelles sont les options, ça transforme un incident potentiellement paniquant en un problème technique qu'on va résoudre. Ça dédramatise beaucoup. Bon, ben voilà une bonne vision d'ensemble sur comment gérer une fuite de tuyaux en cuivre grâce aux infos tirées de ces guides pratiques. On a vu la détection, l'urgence, les solutions temporaires, la réparation durable et le rôle essentiel du pro. Une approche assez claire pour un problème fréquent, mais finalement pas si insurmontable. Et pour finir, peut-être une petite question pour réfléchir un peu plus loin, qui découle de ce qu'on disait sur les conseils du plombier. Je vous écoute. Cette fuite qu'on vient de réparer, aussi pénible soit-elle, est-ce que ce ne serait pas, au fond, un signal? Une occasion de se demander dans quel état est tout le reste de l'installation en cuivre de la maison. On a réparé un point faible, mais les autres. C'est une excellente réflexion. On traite souvent l'urgence du moment sans penser à l'ensemble. Et pourtant, le cuivre, même s'il dure longtemps, il vieillit. Il peut s'entartrer, se corroder, surtout si l'installation a quelques décennies. Oui, alors peut-être qu'une simple inspection visuelle de temps en temps des parties accessibles, ou même demander un petit contrôle préventif à un pro tous les X années, surtout sur les vieilles installations. Exactement. Est-ce que cette démarche un peu plus proactive, passer de la réaction à la prévention, ne pourrait pas nous éviter d'autres mauvaises surprises, d'autres fuites peut-être plus graves, plus tard? C'est une question à se poser, je crois, pour la tranquillité future chez soi. Très bonne question pour conclure. Anticiper plutôt que subir. C'est souvent payant sur le long terme pour sa maison. Et pour ses nerfs.